Alors, j'ai avec moi Éloi, Pierre-Carl et Julien pour commencer. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Donc, commençons peut-être par parler de la dernière semaine du Canadien. Donc, 3 défaites contre les Coyotes, les Blues et le Lightning. Éloi, c'est une semaine plus comme on s'attendait au début de l'année, mais qu'on est un peu déçu vu les résultats précédents, là. Ouais, c'est sûr que c'est un peu décevant. Mais en même temps, quand le Canadien est dans l'Ouest, on peut s'attendre à ce que ça devienne un peu plus difficile. Mais le match d'hier soir contre Tampa Bay a été assez décevant, je dirais, du côté du gardien de but. Mais c'est ça. Le match en Arizona, bon, c'était serré quand même, 3-2. Encore là, les pénalités ont coûté cher à l'équipe. Après ça, un mauvais match à Saint-Louis, ça peut arriver. Puis c'est ça. Hier soir, ça a été difficile à prendre. C'est ça. C'est une semaine, on pouvait s'y attendre en début de saison. Puis on l'a dit, en octobre, le Canadien a bien performé dans les dernières saisons quand même. Puis après ça s'écroule souvent en novembre, en décembre. Puis c'est ça qui est arrivé un peu cette semaine. Puis ça s'annonce plus difficile aussi pour ce qui s'en vient, d'après moi, là. Mais veux pas, les premiers matchs, on voyait beaucoup les gardiens de but qui se démarquaient. Là. Pierre-Carl, Ouais. on voit que, surtout dans le cas de Jake Allen, c'est peut-être revenu à la normale là, dans les derniers matchs. Ouais, malheureusement, ça n'a pas très bien été, mais je pense que c'est aussi dans l'ensemble, là, si on regarde la partie d'hier, peut-être le quatrième but, c'était un mauvais but, mais sinon, il venait tout juste de recevoir l'honneur en plus de la Coupe Molson parce qu'il y a eu un excellent mois d'octobre, Jake Allen. Puis il y a une chance qu'il était là, parce qu'il a souvent sauvé les meubles pour le Canadien. Justement, le mois de novembre, là, c'est un mois qui est quand même assez important dans la Ligue nationale, parce que souvent, quand tu arrives à Thanksgiving américaine, là, le classement qu'il y a, souvent, ça indique quand même en général, pas les 16 équipes sur 16, mais il y a beaucoup de formations qui vont faire les séries, qui sont dans les séries vers la fin novembre. Donc, tu sais, avoir eu un bon mois d'octobre, un bon mois de novembre, ça serait quand même bien. Là, ça part très mal. Il va falloir que le Canadien se ressaisisse un petit peu. Puis, devant le filet, ben, justement, là, on a encore les 3 gardiens de but. Là, donc, c'est à voir si on va voir Caden Primo cette semaine. On a quand même 3 matchs en 4 soirs, donc on pourrait le voir lors d'une de ces rencontres, je crois bien. On a Vincent en commentaire qui nous dit bonsoir, messieurs. Bonsoir, Vincent. Merci d'être avec nous. Ah. Julien, de ton côté, justement, comment analyses-tu cette semaine-là? Est-ce que c'est plus un retour à la normale pour toi? Je pense pas que c'est la normale. Je pense que le Canadien est entre ce qu'on a vu au début puis ce qu'on a vu cette semaine, là, parce que cette semaine, c'était catastrophique. Effort, la zone neutre, zone défensive, ça a été vraiment très, très, très difficile. Arizona, c'est une équipe qui s'est améliorée, qui est bien coachée, mais ça reste pas une équipe qui est prétendante à la Coupe Stanley. Puis du côté des Blues, on a eu toutes sortes de difficultés l'année passée. Et cette année, c'est correct. Là, on est en ce moment dans la série, mais je pense pas que c'est une équipe qui va nécessairement faire les séries. Donc, c'était pas des grosses équipes. Puis on a eu de la difficulté. Puis tu sais, on a quand même le Lightning, qui est une bonne équipe, mais qui avait joué la veille, puis qui avait un gardien de but qui avait aucune victoire encore dans la Ligue nationale, mais là, qui en a eu une. Donc, c'est sûr que c'est un peu décevant, surtout avec ce qu'on avait vu à Vegas. Mais en même temps, ce qu'on avait à Vegas, c'est peut-être pas non plus ce que le Canadien peut maintenir à l'année longue. Puis, tu sais, Kirby Dach, là, c'est le meilleur attaquant à 5 contre 5 depuis la moitié de l'année passée quand il a eu sa blessure. Là, il n'est pas là. Après ça, on a Madison qui est blessé. On a le meilleur défenseur défensif en David Savard qui est blessé. Puis, on a Harvey Pinard qui est probablement le joueur qui fait le plus tous les détails comme il faut tout le temps à 5 contre 5. Fait que, tu sais, c'est quand même des pièces assez grosses. Tu sais, t'enlèverais, mettons, le meilleur centre de Tampa, le meilleur défenseur défensif de Tampa, puis la bougie d'allumage de Tampa. C'est sûr que ça aurait un impact. Puis nous, on n'a même pas la profondeur d'une équipe comme ça. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça finit par te rattraper. Sinon, on veut parler peut-être un peu de Nick Suzuki et Cole Caulfield. On les voit depuis le début de la carrière pratiquement de Caulfield. Les deux jouent ensemble. Veut pas, on les considère pratiquement inséparables. Là, dans le contexte actuel, c'est sûr, c'est plus dur de les séparer vu le peu de profondeur, comme tu viens de le mentionner, Julien. Mais penses-tu que justement, c'est peut-être une solution à moyen long terme de éventuellement les séparer? Ils ne sont pas obligés de jouer ensemble. Peut-être même que ça pourrait bénéficier aux deux d'avoir d'autres partenaires de trio, là. Ben, en ce moment, je les séparais à court terme si ça ne fonctionne pas à 5 contre 5. Mais historiquement, Suzuki et Caulfield à 5 contre 5, c'est pas un bon duo.
les seuls moments aussi qui ont été bons, c'est quand Kirby Dak était avec eux. Puis ça va durer longtemps l'année passée parce qu'il y a eu encore des blessures. Puis après ça, Dak a été muté au centre parce qu'il y avait Monahan qui était blessé. Puis Dak rendait ses alliés meilleurs et c'était pas Suzuki et Caulfield. Donc, historiquement, à part sur l'avantage numérique où, bon, c'est sûr, là, tu peux envoyer tes deux gars super offensifs là, en 3 contre 3, mais historiquement, ils ne sont pas bons à 5 contre 5. Donc, pour moi, quand Dak va revenir, etc., j'aimerais voir Saint-Louis peut-être avoir d'autres options. Moi, personnellement, Caulfield, je le mettrais avec Dak. Suzuki, je mettrais d'autres types de personnes avec parce qu'il y a un excellent lancé qui ne s'en sert pas. On le voit, là, que ce soit en avantage numérique ou en 5 contre 5, il est toujours en train de chercher la passe. Puis des fois, le jeu, c'est pas ça. Puis ça nuit un peu, ça nuit aux deux, en fait, à Suzuki et Caulfield. Donc, cette année, c'est sûr qu'avec l'absence de Dak, oui, je pourrais peut-être les séparer aux quelques matchs. Je mettrais peut-être Caulfield avec un Monahan, puis mettons un Newhook qui est capable de suivre une vitesse, ou même un Gallagher ou un Pearson, pour voir ce que ça va donner. Puis aussi que Caulfield réalise que en jouant avec Suzuki, il est tout le temps en train d'attendre la passe. Fait il fait moins d'autres choses parce qu'il se dit OK, là, il faut que je me place. Tandis que s'il est avec des joueurs qui ne feront pas nécessairement sa passe, mais il va falloir qu'il se trouve d'autres affaires à faire. T'sais. Puis je pense que ça serait bon pour son développement. Donc, pour moi, à court terme, peut-être que je les séparais, mais bon, dû à la blessure de Dak, à long terme, je ne le ferais pas. Mais tu sais, Taves et Kane, quand ça allait pas bien, ils se faisaient séparer des fois, là, quelques matchs, puis là, quand ils retrouvaient leur rythme, ils les remettaient ensemble. C'est pas une fatalité de les mettre les deux ensemble. Ça, c'est vraiment au coach de jouer avec ces trios et de ne pas avoir peur. Si à un moment donné, là, quand ça fait 15-20 games qu'à 5 contre 5, je sais pas, moi, sur 20 games, ils ont 3 points à 5 contre 5, ben, essaye d'autres choses. C'est pas plus grave que ça. Là. On a en commentaire Eric qui n'est pas d'accord avec toi, Julien, il dit que ton discours est un peu plate, en fait, que les autres équipes ne dealent pas avec des blessures. Oui, ils en ont aussi. Donc, ils pensent justement qu'on devrait arrêter de penser de cette façon-là. Effectivement, peut-être moi, de mon côté, le seul point que j'apporterais, c'est, tu l'as mentionné rapidement, mais le Canadien n'a pas non plus une profondeur présentement qui lui permet d'avoir ces blessures-là, contrairement à d'autres équipes qui ont peut-être cette profondeur-là. Ben, c'est que ça a plus d'impact par rapport à le Canadien oui en ce moment. Puis c'est vrai que les blessures, c'est pas une excuse. Surtout pas pour l'effort. L'année passée, le Canadien, en fin d'année, était full blessé, mais on tripait ses matchs. Puis c'était des Harvey Pinard qui se donnaient. Tu avais des jeunes qui voulaient prendre leur place et qui se donnaient. Ça, il faut que je le donne. Mais ça reste que le Canadien ne gagnait quand même pas tous ses matchs. Parce qu'au final, oui, il y a un effort, mais il manque de munitions. Toronto sont revenus, t'aimes pas, parce qu'il y avait une munition pour le faire, que ce soit un avantage numérique, mais en fait, c'est l'avantage numérique qui a vraiment qui a galvanisé Toronto. Ils ont du Matthews, du Marner, etc. Ils ont des armes pour venir, ou même à 5 contre 5, mais le Canadien, en ce moment, n'a pas ça. C'est un fait. Pourquoi il y a des meilleures équipes et des moins bonnes équipes? C'est parce que des meilleures équipes ont plus de meilleurs joueurs, puis les moins bonnes équipes ont plus de moins bons joueurs. Fait que quand une équipe moyenne passe des bons éléments, mais ça devient une équipe avec moins de bons joueurs. Puis des équipes avec moins de bons joueurs se retrouvent plus bas dans le classement. Fait que, c'est pas une excuse, mais oui, c'est un fait. C'est un fait. Quand tu as moins de bons joueurs, ben, tu es moins bon. Fait que c'est pas une excuse, mais en même temps, c'est ça. Le Canadien n'est pas une grande équipe. Fait que là, en plus, quand tu leur enlèves 3 de leurs, mettons, top 8 éléments, ben, ça devient une encore moins bonne équipe. Fait que c'est sûr que tu peux compenser pendant un certain temps, mais à un moment donné, c'est ça. Ça vient de te frapper. On parle de Suzuki Caulfield, leur partenaire de trio dernièrement est Juraj Slafkovský. On voulait en parler aussi un petit peu. Donc, vous voyez le tableau à l'écran présentement. Seulement 4 des 23 attaquants repêchés en première ronde à ce repêchage de la Ligue nationale, en fait, ont joué un match, à tout le moins, dans la Grande Ligue. Et là, vous voyez à l'écran ceux qui ont joué 7 saisons dans la Grande Ligue. Donc, évidemment, je prends l'exemple de Shane Wright, qui n'est pas avec le Kraken cette année, donc ne fait pas partie, évidemment, du tableau. Mais on voit donc que Juraj Slafkovský est quand même loin dans le classement des marqueurs, si on veut, de ceux qui jouent actuellement. Et on voit aussi que, comme quoi, on presse peut-être les choses dans son cas, parce qu'évidemment, il y a peu d'attaquants de ce repêchage-là qui ont joué. Et je tiens à rappeler aussi que c'était l'année COVID, donc
ce repêchage-là avait des joueurs qui avaient peut-être manqué beaucoup de matchs, qui auraient pu être pratiques pour leur développement également. Donc, peut-être qu'on précipite un peu les choses. De ton côté, Éloi, est-ce que tu penses qu'on devrait soit renvoyer Slavkovski à Laval ou à tout le monde lui donner un peu de temps pour lui permettre de s'adapter à la Grande Ligue? Oui, d'abord, mea culpa, là, j'ai mis 4 points, mais évidemment, c'est un but net pour 2 points, là, on s'entend. Mais tout ça pour dire que, pour vrai, tu regardes ça, puis tous ces gars-là ont le temps de se développer. Puis Slavkovski, lui, on l'a comme précipité l'année passée. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. À un moment donné, c'est ça. Il est peut-être temps qu'il aille apprendre un petit peu plus à Laval. Martin Saint-Louis a parlé justement cette semaine de Waze, de détour, de trafic, tout ça. C'était une belle analogie. Mais je pense qu'un petit passage par Laval, ça ne pourrait pas faire de tort non plus. Ça pourrait juste faire un autre chemin sur l'autoroute, disons, dont Martin Saint-Louis parle. Puis pour vrai, ça pourrait être très bénéfique. Juste d'avoir un jeu un peu plus lent, d'avoir le temps de réagir. En ce moment, il joue sur le top 6, donc il joue contre les meilleurs joueurs de l'équipe adverse à 5 contre 5. C'est vraiment pas évident. Il joue les derniers matchs, il a joué 16-18 minutes. C'est beaucoup. On voit Logan Cooley là, en Arizona. Le match que le Canadien a joué là-bas, Cooley, la première période, on l'a à peine vu. En deuxième période, on l'a à peine vu. Puis d'un coup, il se ramasse avec des chances de marquer un peu plus tard dans le match. Mais Slavkovski est peut-être surutilisé parce que justement, on a parlé, le Canadien, ça manque de profondeur. Puis on a besoin de mettre quelqu'un des corps chauds dans les chandails. Donc Slavkovski se retrouve là. Mais ça pourrait fort bien nuire à son développement plus tard, malheureusement. Je pense que dans un monde idéal, il faudrait le renvoyer à Laval, juste pour qu'il apprenne un petit peu. Je ne dis pas qu'il est mauvais pour autant et qu'il faut le renvoyer à Laval pour ça, mais c'est ça. Ça risque de peut-être ralentir un petit peu le processus d'apprentissage dans son cas, c'est certain. Pierre-Carl, de ton côté, es-tu d'avis qu'un détour à Laval, je sais que tu vas souvent voir le Rocket, ce serait une bonne chose pour lui? Non, pas nécessairement. Je pense que moi, de mon côté, je serais quand même patient avec lui. Je sais que c'est quand même sa deuxième année, mais il a été blessé l'année dernière. Donc, moi, je laisserais plus de temps pour s'acclimater à la patinoire nord-américaine. Là, présentement, il est sur le premier trio avec Nick Suzuki et Caulfield. Je trouve que ça va, dans les 2 derniers matchs, là, ça va un petit peu mieux pour lui, surtout la dernière partie. Il avait un petit peu plus de chance. On le voyait un petit peu plus. Peut-être si on le laisse un 10 matchs avec eux, puis voir qu'est-ce que ça peut donner, parce que ça, c'est une autre chose aussi. Caulfield, Suzuki ont eu beaucoup de partenaires différents depuis le début de la saison. Donc, de les essayer, les 3 jeunes ensemble, je pense que ça pourrait être bénéfique. Surtout qu'il est avec Martin Saint-Louis. Il sait quoi dire à Slavkovski pour l'aider dans son développement. Après, c'est sûr que peut-être que c'est pas toujours beau sur la patinoire, c'est pas toujours parfait, mais c'est un jeune. Puis le Canadien, présentement, sont pas pressés de gagner dès cette année. S'ils étaient pressés de gagner cette année, puis ils ont une profondeur, le Canadien, comme à toutes les positions, mais là, je te dirais, OK, peut-être qu'il pourrait aller apprendre à Laval. Mais là, présentement, c'est pas vraiment le cas. Là. Si tu enlèves Slavkovski, tu vas mettre Pezzetta puis Armia plus souvent dans l'alignement. J'aime mieux avoir un Slavkovski qui va jouer puis qui pourrait se développer, je pense, davantage. Surtout avec un Martin Saint-Louis qui va l'aider beaucoup, je pense, dans son développement. Puis il ne faut pas oublier qu'il a encore 19 ans, là, il va avoir 20 ans, je pense, cette année. Donc, il est encore très jeune. Puis, je pense qu'il faut être patient. Là aussi, on voit Jesperi Kotkaniemi. Ça ne va peut-être pas durer, mais honnêtement, ça va super bien. Puis, il y en a que c'est plus long. Fait que, je ne dis pas que Kotkaniemi va faire 80 points, mais il y a des jeunes, ça prend plus de temps. Puis, je pense que Slavkovski, il a ce profil-là aussi. Un gros bonhomme, puis il faut lui laisser le temps avant de se développer. Mais pour moi, c'est pas de l'impatience. Pour moi, justement, c'est de la patience de dire on va le laisser apprendre, on va le renvoyer en bas un petit peu pour qu'il puisse justement se développer. Pour moi, c'est d'être encore plus patient, dans le fond, que d'avoir cette approche-là. Mais tu vois, j'aime quand même le point de Pierre-Carl, justement, comme quoi c'est vrai qu'en tant que tel, on n'est pas une équipe qui veut gagner cette année. Donc, à tout le moins, on lui fait jouer. C'est sûr, comme tu le dis, là, présentement, sur la première ligne, c'est bien. Moi, à mon avis, s'il est pour jouer sur la 3e, 4e ligne, là, à ce moment-là, c'est sûr, c'est Laval. Parce que ça lui sert à rien de jouer des 10-12 minutes par match. Mais si on lui donne vraiment une chance de jouer beaucoup de minutes, ben à la limite, c'est du millage qui gagne. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Julien, de ton côté, tu penses quoi de cette situation-là? Ben, c'est sûr que si tu regardes Kotkaniemi ou si tu regardes même Jack Hughes, que ça a été un peu plus long, puis il y en a d'autres, puis que là, ils sont super bons. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a de la misère en ce moment, qu'il ne sera pas bon dans 3, 4, 5 ans. Par contre, est-ce que ça aurait été mieux de l'envoyer à Laval? Probablement. Mais là, comme Jack Hughes, il aurait pu commencer dans les Ligue américaine. Peut-être que ça aurait été mieux pour son développement, puis il aurait peut-être sauvé une année
il aurait eu sa meilleure année comme un an plus tôt. Mais c'est pas une fatalité que ça marchera pas. Mais je trouve ça quand même assez spécial qu'on le fasse après que justement l'histoire Kotkaniemi, qu'on produise exactement la même chose, c'est pas longtemps après. Je trouve ça particulier, mais en même temps, bon, on ne sait pas ce qui se passe à l'interne. Le gars, peut-être qu'il fait ce qu'on lui demande, il a une attitude en un, il y a beaucoup de choses qui font ça. Puis peut-être aussi qu'il y a un problème de confiance, puis que le renvoyer en bas, ça serait pire. On ne le connaît pas. Il y a beaucoup de facteurs qu'on ne connaît pas dans sa situation, que comment lui, son cerveau est, sa personnalité, puis tout, qui font en sorte que peut-être qu'eux jugent que le meilleur, c'est de laisser là, malgré ce qu'on voit sur la patinoire, que c'est pas super. Mais je le trouve quand même meilleur en protection de rondelles puis en échec avant que l'année passée. Ça se comprend même pas, en fait. Ça je trouve c'est quelque chose qui a amélioré. Puis, j'ai entendu dire que Kirby Dack, vraiment, il fait du vidéo avec lui, puis Kirby Dack, justement, c'est une de ses forces, puis il a un peu le même gabarit que lui. Donc, c'est sûr que si Kirby Dack est en train de donner des conseils, des trucs, puis que ce gars-là est super ouvert, je peux comprendre pourquoi on le garde à Montréal. Mais, écoute, il y a 19 ans, il y a encore des croûtes à manger, mais s'il est pour prendre le pace de la Ligue nationale, avec tous les atouts qu'il a, ça va être tout un joueur. Ben oui. La bonne nouvelle, c'est que tu t'en parlais, justement, il semble avoir une bonne tête sur les épaules aussi. Il semble vouloir travailler, puis il s'est amélioré déjà cet été. Donc, c'est bon signe, dans le fond, déjà, au moins de voir ça, parce que les derniers premiers choix ou choix très tôt du Canadien, on a semblé voir très rapidement qu'il n'y avait pas de développement ou pas d'amélioration de saison en saison, ce qui n'est pas le cas présentement de Slafkovský, mais ça reste à voir pour la suite. Je termine ce segment en vous présentant les 3 affrontements de cette semaine. 2 affrontements de division. Donc, on affronte les Red Wings tout d'abord demain. Par la suite contre les Bruins. Donc, l'an dernier, une fiche de 0-3 contre les Bruins. Et on sait à quel point ils ont encore une bonne équipe cette année. Et on termine ça contre les Canucks de Vancouver dimanche. Les Canucks, ils ont aussi un très, très bon début de saison. Donc, je vous demande, un peu comme à chaque semaine, vos prédictions. Combien de points amassera le CH cette semaine? Je vais commencer avec toi, Pierre-Carl. Combien de points donnes-tu aux Canadiens? Moi, je vais leur donner un 2 points. Je pense qu'on est capable d'aller chercher une victoire face à Détroit. Mais contre Boston, c'est tout le temps des bons matchs quand même si on n'a pas la meilleure fiche. Là, ça reste un match du samedi soir. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut aller chercher un point là, mais je pense que ça va être quand même difficile au final. Un gros bang. Moi, je pense que on n'est pas dans une bonne passe, puis on va jouer contre des vraiment bonnes équipes. Là. Mais c'est surtout, à la limite, je pourrais dire Détroit peut-être, mais en même temps, ils sont quand même mieux. La seule victoire que je pourrais voir, c'est Détroit, mais je vais quand même leur donner une défaite. Là. Je pense que Détroit, ils vont quand même être capables de les tenir. Mais écoute, ce qui est Boston et Vancouver, c'est qu'ils ont du gros goaltending. Ils ont des héros gardiens, puis ils ont une force de frappe capable de faire mal. Boston, c'est trop structuré pour les Canadiens. Puis Vancouver, ils ont trop de talent. Un peu qu'on avait avec Tampa, je pense qu'ils vont se faire traverser. Puis ils ont un bon gardien pour faire les airs. Donc, donc je pense que ça va être 0 points cette semaine. Ça va être une dure semaine pour les Canadiens encore. Éloi? Je vais y aller optimiste, puis je vais y aller pour un 3 points. La semaine passée, on s'attendait un petit peu à peut-être un peu mieux. Arizona, Saint-Louis, pas les plus grands clubs. Puis on se retrouve avec 0 points. Écoute, cette semaine, d'après moi, ils vont pouvoir peut-être surprendre, forcer une prolongation. Puis je vois le match contre Vancouver comme étant un défi intéressant pour le Canadien. Vancouver joue la veille à Toronto. Donc, ils vont sûrement mettre Demko là. Puis après ça, ça va être le dimanche soir à Montréal. C'est un match prenable pour le Canadien qui ont battu Vancouver 5-2 l'année passée au Centre Bell. Et à Vancouver, ça a fini en prolongation 7-6. Dans un match assez fou. Donc, ouais. Je pense qu'ils ont des chances. Oui, puis possiblement dans ce cas-là, on pourrait avoir un duel contre la légende du Canadien, Casey DeSmith, donc qui a été transigé cet été. Et qui fait très bien. Pensez-vous qu'on va écrire merci Casey DeSmith? Oui, comme Columbus a fait. Ça sera à voir. La semaine dernière, je suis le seul à avoir eu des prédictions exactes avec, je disais, un gros 0 pour le Canadien. Cette semaine, j'y vais très optimiste. J'y vais avec 4 points.
Donc, je crois qu'on Oh! va aller chercher 2 victoires et dont une contre les Bruins de Boston. C'est le type de duel, j'ai l'impression qu'on peut surprendre un peu comme on l'a fait avec les Leafs en début de saison. Tu sais, on s'attendait à rien, puis bon, on a perdu en prolongation finalement, mais tout de même, on avait joué un très bon match. Donc, j'y vais très optimiste. Cette semaine, peut-être que je me lance trop avec ma bonne performance de la semaine passée, mais on verra comment ça va se passer.